comme Ghisolfi nous a habitués l'été dernier, tu sors de sous ton chapeau un Mohamed Ali Chaud, alors que Mathieu est arrivé. Je vais l'intégrer tout de suite dans l'asset de l'émission pour nous parler de Mohamed Ali Chaud, qui, comme vous le savez, puisque si vous êtes là, vous le savez, va rejoindre l'OGC Nice pour un montant de 12 millions d'euros, bonus compris, 10 plus 2, 15% à la revente. C'est un joueur de 19 ans qui est franco-anglais, qui a commencé très jeune du côté du SCO d'Angers. J'ai les stats sous les yeux. Globalement, alors il a été international U21 français. Cette saison, il a joué un total de 16 matchs pour à peine 459 minutes. Je vous blende de stats, hein. C'est pour moi. En Ligue 1, il avait été très précoce, je crois de mémoire, buteur à 16 ou 17 ans. Je suis sur Transfer Market pour vous dire quelque chose de très précis. Comme ça, on aura tous les éléments. Avec le SCO, donc c'est 55 matchs, toutes compétitions confondues, 4 buts, 1 passe D. Donc c'est pas non plus dingue en termes de stats, mais c'est un joueur de 2004 qui va faire 20 ans dans 12 jours. Et pour nous en parler ce soir en long et en large, vous le reconnaissez. Alors on ne le voit pas cette saison malheureusement, puisque le SCO n'est plus en Ligue 1. C'est Mathieu, @Fulginis sur Twitter. C'est toujours Fulginiste d'ailleurs ? Oui, oui, oui. Tu ne veux pas changer ? Non, je reste fidèle, on va dire. Ça marche. Bon, comment tu vas Mathieu ? Bah, ça va et vous tous? Bah écoute, on est pris un peu Surpris. sur le fait accompli, je ne te cache pas. On le disait, voilà, on est passé un peu par toutes les émotions. Ça parlait de Florian Thauvin hier. Finalement, là, on se retrouve avec ce jeune joueur. Donc ça a été confirmé, je l'ai dit, hein, par les différents médias nationaux, l'équipe RMC. Ça ne fait plus aucun doute que le joueur signe à l'OGC Nice. Merci énormément à Talabanance pour l'abonnement offert à Matt. Quel gros rat ce Matt, même pas capable d'envoyer un sub à la chaîne, mais bon, ça c'est un Je détail. dégoûte ce mec. Concrètement, si je te parle de Mohamed Ali Chaud, Mathieu, Mhm. tu penses quoi de prime abord là ? Moi, je pense attaquant, plutôt ailier, explosif, comme je te disais par message. Je pense à quelqu'un de évidemment très jeune encore. Tu as rappelé qu'il était né en 2004. Donc chez nous, il est arrivé jeune, il a débuté jeune sous Stéphane Moulin, il me semble, si je dis pas de bêtises. Mais il a vraiment percé sous Gérald Baticle il y a 2 ans. Euh, C'était un attaquant qui était utilisé plutôt en double pointe dans un 3-5-2, 5-3-2, enfin, appelez-le comme vous voulez, mais à 2 pointes. Et lui, enfin, je sais pas si c'est lui qui tournait autour de l'attaquant, mais à l'époque c'était Sofiane Bouffal, Hmm. qui était quelqu'un de très technique, donc pas forcément mobile, enfin, qui était assez fixe. Et du coup, Mohamed Ali Chaud, lui, avait pour mission aussi d'élargir les blocs, de prendre la profondeur, enfin, d'étirer tout ça. Et moi, je le vois plutôt sur un côté, honnêtement, parce que c'est là où il peut vraiment montrer toutes ses qualités, dans le sens où, comme c'est quelqu'un d'explosif, de rapide, de vif, il peut prendre la profondeur vraiment sur le côté, repiquer dans l'axe, enrouler gauche, enrouler droit. Enfin, Hmm. pour moi, c'est quelqu'un plutôt de ce profil-là, quoi. Ouais, c'est quelqu'un qui avait commencé très très jeune aussi, hein, au Mm. cours de la saison 2020-2021. Romain ou Anto, si vous avez des questions à poser à Mathieu par rapport au profil, c'est un garçon qui a un parcours assez atypique, hein, quand même, Ouais. puisque, comme je l'ai dit, il est franco-anglais, il est passé par certains clubs anglais, Everton, il me semble, de mémoire Ouais, en et pré-formation, à Everton. Et puis il s'est Par, retrouvé, par le centre de formation du PSG aussi. Ouais. ok, tu vois, donc euh, peut-être voilà, toi tu l'imagines plutôt sur un côté. Alors c'est un gaucher, mais qui Mm. quand même semble avoir un bon pied droit de ce que j'ai pu voir ou lire.
Oui, 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 de souvenirs de lui. Il a un pied droit, enfin, il peut se servir d'un pied droit, de son pied droit plutôt, plus que certains autres gauchers. J'irai pas jusqu'à le comparer au côté ambidextre de Ryan Cherky, par exemple, mais dans la qualité de dribble, je pense que ça s'en rapproche un petit peu. Dans le sens où il peut dribbler pied droit, pied gauche. Il peut finir devant le but aussi un peu pied droit et pied gauche, plutôt pied gauche habituellement. Mais ouais, hein, enfin, au niveau de qualité technique et physique intrinsèque, je dirais c'est un bon mélange entre Cherki et Dembélé de Paris. Ok. Toute proportion gardée évidemment, parce que je t'avais parlé de Nicolas Pepe. Bon, c'était une déception pour Je vous, vois mais pas pour qui nous, c'est. on en garde un beau souvenir. Mais dans les qualités sur le papier et intrinsèques, c'est un peu ce genre de joueur-là, quoi. Alors, il y a Christophe qui nous demande est-il fragile? Parce que c'est vrai qu'il a été apparemment assez souvent blessé, notamment du côté de la Sociedad. Je n'ai pas dit, il a rejoint la Real Sociedad à l'été 2022 pour Ouais. une douzaine de millions d'euros, contrat de 5 ans. Donc là, il lui restait 3 ans et demi de contrat. Voilà, pour qu'on prenne cet élément en compte dans le prix d'achat. Parce que Mm. vous savez que dans le montant d'un transfert, on prend en compte aussi les années de contrat à racheter. Et surtout, il me semble qu'on a un pourcentage à la revente qui doit être 20%. entre 15 et En 25%. fait, Ouais, c'est ça. chaque mercato hivernal, on vous régale, quoi. Franchement, royal, hein. Moi, je peux pas dire mieux. Franchement, Nice, c'est notre meilleur client, vraiment. Nico Justement, alors Pepe, Brahimi. par rapport à la fragilité physique, est-ce que tu as des souvenirs de son passage chez vous Oui, il peut peut-être y avoir quelques blessures à l'époque, mais vraiment très légères. Je pense que c'est enfin, la rançon du succès. Je pense que c'est l'inconvénient de ses qualités, dans le sens où, comme il a beaucoup d'explosivité, bah, il est possible que parfois les muscles peuvent être un peu fragilisés ou un peu sensibles, mais je pense qu'en se renforçant un petit peu, ça devrait, et en variant un peu son jeu, ça devrait tenir. Ouais, euh, puis c'est des petites blessures en vrai, c'est 10 12 jours. Ouais, Je c'est crois ça. qu'il y a eu une seule où c'est un peu plus d'un mois, mais sinon c'est pas des grosses blessures, donc Oui, oui. Quand c'est c'est pas musculaire en alarmant. soi, ça dure pas très longtemps. Anto, Romain, le profil du joueur, le prix payé par l'OGC Nice, tous ces éléments-là, vous en pensez quoi? Est-ce que vous êtes... alors, je me doute que vous n'avez pas une connaissance aiguë du joueur, mais est-ce que ça vous inspire confiance? Est-ce que vous paraissez convaincu de prime abord? Moi, j'aime bien. Merci. Mais non, non, moi j'aime bien parce que c'est un jeune joueur. Ouais, c'est comme le disait Mathieu, ça. Ouais, Ouais, parce que j'ai l'habitude de rebaptiser tout le monde moi, dans cette émission. pas de souci. Et mais non, non, c'est un jeune joueur qui est explosif et qui a mine de rien, malgré son jeune âge, un peu de bouteille quand même. Et je pense que non, c'est une bonne pioche. Après, pour le tarif, moi, je le trouve un petit peu élevé. Parce que quand on voit qu'il a été acheté 11 millions, il n'a pas fait grand-chose là-bas. Et au final, on peut l'acheter 12 millions, enfin 10 plus 2. Ouais, je me dis que, ou à Nice, on est très mauvais vendeur, mais où la Sociedad, ils savent bien vendre leurs joueurs. Parce que bon, un joueur qui a rien fait, même s'il est jeune, généralement, tu rentres pas forcément dans tes frais. Donc voilà, mais après tant mieux. Moi, je trouve que c'est ce qui manque sur le côté droit. Il manque le même profil qu'un Boga, parce que on le voit, dès que Boga il est pas bien dans son match et tout, offensivement, tu as du mal. Et donc, si là, maintenant, le danger, il peut venir de la gauche et de la droite, voilà. Après, ces stats, je m'en gratte un peu, quoi. S'il peut déstabiliser une défense Hmm. et Ouais, mettre le d'accord. feu, et voilà. Moi, c'est tout ce que je demande, parce que après, c'est bien beau, hein. Il y a des joueurs qui ont des stats, et au final, bon, dans le jeu, ils apportent pas non plus des masses. Mais non, non, moi, je suis content, et je préfère 1000 fois un show à un Tovin, par exemple. Anto, on parlait justement... alors, on commençait à parler d'une dépendance à Jérémy Boga, du moins au profil de Jérémy Boga.
sur les dernières semaines. Finalement, cet achat-là aussi a une volonté d'avoir l'équivalent sur le côté droit et d'avoir un jeu peut-être voilà, un peu plus dans le déséquilibre, dans la déstabilisation. Romain l'a dit, ça ne state pas énormément. En professionnel, il a marqué 4 fois au SCO, il a marqué 2 fois à la Real Sociedad. Est-ce que voilà, dans le profil, c'est un joueur toi qui pourrait te convaincre? Alors, ça paraît pas un joueur à relancer, même si c'est vrai que les 6 derniers mois ont été compliqués, mais c'est un joueur qui est très jeune encore, qui connaît le championnat. Ça a l'air sur le papier d'être un coup malgré tout assez intéressant là, fait par Ghisolfi. Ouais, c'est un super coup. C'est un mec qui est promis un très bon avenir, qui a déjà connu beaucoup de choses à 19 ans. Il a connu le gros succès où tout le monde parlait de lui en France, notamment, je crois que c'était son match après Lyon, où Mm. tout le monde s'est excité, et à juste titre, mais où c'était incroyable. Et il a connu aussi un petit peu la phase descendante là, à la Real Sociedad, donc c'est très bien. C'est un profil qui ressemble beaucoup à Jérémy Boga, et du coup, tu te dis que bah, ça y est, on s'approche d'une attaque vraiment Farioli, qui a été construite en 6 mois, donc c'est pas mal. Et c'est un joueur qui, à la différence de Jérémy Boga, va aussi manger l'espace dans le dos de la défense. Et c'est très intéressant parce que Boga, on le voit souvent partir de loin. Lui, il va aussi apporter ça un petit peu dans le dos de la défense, de beaucoup courir. Donc ça peut être très très intéressant et il faudra lui laisser du temps. C'est un jeune joueur quand même. Il faudra pas lui tomber dessus directement. Mais je suis persuadé que ça, peut-être pas directement, mais dans 1 an et demi, on se dira c'est un des top transferts qu'il y a eu ces dernières années à Nice. Ouais, Romain, alors qu'on avait des questions sur l'investissement d'Ineos au cours de ce mercato hivernal, comme on disait tout à l'heure, là, en fait, on n'est même pas sur un prêt avec option d'achat, on est sur un transfert sec, effectivement, avec un pourcentage à la revente. Mais J'attends. comment? Non, j'attends de voir parce que je crois que Mofi, à la base, on nous disait que c'était un transfert sec et après, on avait su que c'était un prêt avec option d'achat obligatoire. Donc, j'attends de voir parce que franchement, ce serait fou. Voilà. Et cette théorie, comme je disais tout à l'heure, de se dire, de balancer une info au club, aux agents en disant que on n'a pas un rond, j'y croyais pas et je pourrais commencer à y croire, quoi. Mais j'attends juste de voir si c'est un transfert sec ou une option d'achat obligatoire en fin de saison, comme on a fait avec Mofi, chose qui m'étonnerait pas non plus, tu vois. Mais j'attends. Après, après Ineos, ils veulent les sommer. S'ils veulent une équipe en Ligue des Champions, c'est pas Manchester United, c'est nous. Donc, tu vois, au bout d'un moment, faut Ouais, qu'ils se sont mais rendus justement, compte. c'est ça le gros problème, et c'est un peu ce qui se disait au club aussi. C'est pour ça que il y avait certains dirigeants ouais, qui l'avaient un peu en travers parce que ils pensaient vraiment que Ineos allait renforcer les secteurs manquants un peu en mettant quelques millions. De ce que voilà, de ce qu'on m'avait dit, c'est comme je disais tout à l'heure, de ce qu'on m'avait dit, voilà, Ineos ne voulait rien mettre en plus, mais par contre, s'il y avait des prêts avec option d'achat, qui seraient prêts à les lever s'il y avait une qualification en Europa League ou en Ligue des Champions. Mais maintenant, écoute, si les dirigeants ils ont réussi à retourner le truc ou s'ils ont eu des bons arguments pour avoir une petite rallonge pour cet hiver et tout, bah tant mieux. Moi, j'en suis le premier content. Mais en tout cas, après, il ne faut pas écouter le truc de dire que l'été prochain, on n'aura rien. L'été prochain, au minimum, on aura ce qu'on a eu depuis le début d'Ineos. Donc après, après, voilà, quand j'entends dire que ouais, Nice, on n'a pas d'oseille, qu'Ineos, c'est des radins, oui, peut-être qu'ils pourraient donner plus. Après, le fair play financier, c'est trop complexe. Mais, Non, mais il n'y a pas que ça, mais Romain. Enfin, là, on s'écarte un peu, mais lorsque tu investis sur les premières années du rachat du club 50-60 millions par été et que tu as les résultats que tu as obtenus qui sont ceux qu'on connaît, ah, ah non, mais c'est sûr. Non, mais enfin, ce que je veux dire, je, c'est je- que je me mets à la place du ils ont, propriétaire, bah ouais, en fait, non. ouais, mais On va ils peut-être ont toujours. moins investir, Non, quoi. mais ouais, mais au final, ils ont toujours investi. Qui aujourd'hui en Ligue 1 fait pour cet été, même si Mofi, on l'a eu Hmm. en janvier, mais mine de rien, tu le payes cet été, 30 millions, tu mets quasi 20 ou 18 sur Boga, plus t'as des prêts bon, avec option d'achat de Sanson, etc. Mais qui aujourd'hui, en Ligue 1,
mais je dis n'importe quoi, 50, 60 millions sur un mercato. T'as pas grand monde. Et ça, nous, ça fait depuis, on s'en rend pas compte, mais ça fait depuis le début d'Ineos, où tous les ans, on a entre 50, 60 millions dans le mercato. Maintenant, à savoir ce qu'ils vont faire lors d'une grosse vente. Ça, par contre, c'est la question. Ouais, effectivement, c'est l'éternelle question autour de la Hein. capacité de vente de l'OGC Nice lorsqu'on voit des clubs comme Rennes qui arrivent à vendre leurs jeunes prospects une trentaine de millions d'euros alors qu'ils ont que quelques minutes en Ligue 1. Ça laisse quand même songeur sur la capacité à l'OGC Nice de vendre ses meilleurs prospects parce que c'est avec, je crois, Club Nissa que j'en parlais, oui, cette semaine. Euh, Finalement, depuis Ineos, quelle a été la plus belle vente de l'OGC Nice? Alors, Amine Gouiri, d'accord, dans le deal qu'on connaît avec Gaëtan Laborde. La plus-value, Alan Saint-Maximin. Et encore, Ouais. pas énorme, hein. Pas Ouais, énorme, mais hein. après, Non, après t'as non, pas c'est pas... de très bons joueurs qui sont partis de Nice, tu vois, depuis Ineos. En étant honnête. T'as pas de vraies Ouais, têtes de gondole qui sont ouais. parties, tu vois. À part Lemina, mais Lemina avait 30 balais, donc bah, forcément, tu le vends pas le même prix. Donc, tu vois, t'as pas de. C'est quand il va partir Thuram, Todibo, etc., que tu pourras vraiment juger si on vend bien les joueurs ou Ouais. pas. Et voir surtout comment Ineos réinvestit l'argent. Mm, C'est ça, moi, c'est la vrai. question que je me pose. C'est savoir si tu as une enveloppe, je dis n'importe quoi, de 40, 50 millions pour l'année prochaine. Tu fais une vente de Todibo à 40, 50, 60 millions. Savoir si les 60, enfin, si la somme globale du transfert de Todibo vont être réinjectées dans notre budget ou s'il va y avoir un truc un peu space qui peut se passer au niveau de l'actionnaire. Peut-être qu'il va. Enfin, je sais pas, je sais pas. Moi, c'est juste ça la question que je me pose Mm. vraiment, c'est savoir comment vont être réinjectés, comment Ineos va réinjecter l'argent pris sur une vente, une grosse vente. Parce que là, normalement, d'ici la fin d'année, tu as deux grosses ventes qui vont se faire, quoi. Normalement, Thuram ouais, et effectivement. Todibo. Donc, ce serait bien qu'ils réinjectent tout pour les transferts, mais tout en gardant l'enveloppe initiale. Enfin voilà, c'est peut-être beaucoup demandé, mais si tu as une belle Coupe d'Europe à la fin, ce serait le plus logique, quoi. En tout cas, on va dire. Mathieu, concernant Mohamed Ali Chaud, bon, on sait à peu près voilà, où il se peut se positionner sur le terrain, on voit à peu près le profil du joueur. Moi, j'aimerais te questionner sur les circonstances de son départ. Il est parti super jeune Mm. en Espagne. On a beaucoup lu que c'était peut-être un peu trop tôt. Comment sont passées un peu les circonstances de son départ à l'époque? Toi, est-ce que tu étais surpris de le voir partir? Est-ce que c'était à ton sens trop tôt? Est-ce qu'il avait déjà atteint un niveau au SCO qui lui permettait de prétendre à jouer à la Sociedad? Alors, si je reprends dans l'ordre au niveau chronologique surtout, son départ a été fait à une période où un peu, enfin, j'allais dire un peu tout le monde quittait le navire, mais on va dire plutôt une période de renouvellement d'effectifs au SCO, y compris au niveau de l'entraîneur, je pense. Enfin, c'était la fin d'une ère et du coup, il y avait quand même pas mal de renouvellement. Après, il est parti tôt si on se dit qu'il a fait juste une seule saison en Ligue 1. Euh, Moi, j'aurais aimé qu'il confirme, enfin, qu'il prenne une deuxième saison, voire une troisième, pour bien confirmer, vraiment montrer bah, ce qu'il valait, et vraiment montrer que c'était pas juste une saison un peu coup de chance. Après, il a fait un choix de partir à la Sociedad qui, pour moi, n'est pas mauvais dans le sens où c'est pas un énorme club. C'est un club installé en Espagne, enfin un bon club espagnol qui à la base jouait milieu de tableau. Enfin, pour moi, c'était un bon palier pour lui avant, je sais pas, une équipe style le Betis ou Valence ou un truc comme ça, si on regarde en Espagne. Il me semble, enfin, je sais plus s'il avait des touches aussi en Angleterre, mais il a bien fait de pas y aller parce que c'est pas un championnat qui est fait pour ses qualités, vu que lui, il est pas vraiment très physique de base, il est plus vif et tout ça et technique, donc plutôt bien pour le championnat espagnol. Maintenant, son départ, il n'a pas été fait dans des mauvaises conditions, je trouve, parce que c'est surtout qu'on avait besoin de liquidité à ce moment-là, que ce soit pour réinvestir, pour restructurer le club. Enfin,
On avait la tribune du stade qui était en reconstruction aussi, donc il y avait peut-être besoin de la financer. Enfin, et toutes les affaires extrasportives derrière qui vont coûter des sous au club. Mais je pense que son départ était nécessaire pour les finances du club, même pour lui, parce que c'était la fin d'un cycle au club, que ce soit pour l'équipe ou pour lui. Après, il aurait pu. Enfin, je pense il aurait pas été dommage de signer dans un club français un peu plus gros que le SCO et enfin un club un peu palier ou tremplin, tu vois, genre les Palaces, enfin, un club comme Nice à l'époque où Nice jouait pas forcément le podium à ce moment-là, enfin, le podium top 6-7 sans être trop pessimiste, il me semble. Dans la rotation, enfin, pour l'évolution de sa carrière, je pense que ça aurait été un bon choix. Maintenant, le fait de revenir aujourd'hui à Nice, pour lui, dans ce Nice-là, est-ce que la marche n'est pas un peu haute pour un joueur à relancer aussi? Est-ce qu'il va jouer? Ça, c'est une question aussi qui peut se poser. Après, pour lui, son côté personnel, il avait besoin de se relancer. Il avait besoin de temps de jeu, en fait. Et c'est pour ça qu'il parle de la Sociedad. Après, Nice, est-ce que c'est un bon club? Pas dans le sens performant, pas performant, parce que Nice performe très bien aujourd'hui. Est-ce que la marche n'est pas un peu haute pour lui? À ce moment-là de sa carrière, bah, la suite nous le dira, quoi. On nous signale que il a découvert quand même l'Europa League et la LDC avec la Sociedad. On sait aussi que la Voilà. Sociedad joue en huitième de finale contre le Paris Saint-Germain cette année. On nous C'est ça. précise aussi qu'il y a oui, forcément une grosse identité basque à la Sociedad et que peut-être qu'en termes d'intégration, c'est pas évident lorsque tu n'es pas un C'est vrai joueur. que Ça. c'est vrai que ça peut énormément jouer, ce club. La barrière C'est de un peu, la barrière de la langue aussi, hein, la jeunesse un peu du joueur. comme à Lyon fut un temps où il y avait le soi-disant gang des Lyonnais, hein. Enfin, Mm. on en reparle parce que ça avait beaucoup parlé à une période dans la presse où ceux qui venaient et qui n'étaient pas vraiment lyonnais avaient du mal à s'intégrer. Ça peut être la même chose à la Sociedad avec les Basques, là. Effectivement, je voulais Ah, ah, rajouter quelque chose. Mais j'ai perdu le fil. Oui, moi la question que je me pose, alors là on va être sur de la supposition, il lui restait 3 ans et demi de contrat. Le fait qu'il parte et que ce soit vraisemblablement un transfert sec, on verra l'officialisation, ça montre aussi que la Sociedad ne comptait plus réellement sur lui. Sinon, ça aurait été peut-être un prêt Mm. avec éventuellement une option d'achat sur un objectif de classement ou de stade, j'en sais rien. Ça vous inspire quoi finalement le fait que ce soit un transfert sec, que Ineos lâche de l'argent dans l'intérêt aussi de l'équipe qui est second du classement, ou que le joueur était vraiment barré à la Sociedad? Enfin, on peut se dire aussi que je sais pas. bah après c'est un club qui tourne très 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 bien, tu vois. Et tu le vois, que ce soit en championnat ou en Coupe d'Europe, ça tourne très peu. Et je pense que même eux, on verra, tu vois, on verra peut-être avec la suite du mercato, mais j'ai fort à parier qu'ils vont prendre un mec qui est prêt pour Hmm. jouer les grands rendez-vous. On verra, hein, mais je sais qu'ils recherchent beaucoup un neuf parce que même s'ils marquent des buts et tout, la Sociedad, ils n'ont pas forcément un très très bon neuf, un vrai neuf. Donc à voir, mais je pense qu'ils vont récupérer un peu d'argent pour justement réinvestir sur un mec plus prêt pour les huitièmes de de Ligue des Champions ou la fin de championnat, quoi. Romain? Non, je suis d'accord. C'est ce que j'allais dire en plus. Eux, peut-être que leur intérêt, ouais, c'est d'avoir de l'argent pour étoffer. Après, je ne les connais pas trop, hein, mais peut-être pour étoffer un poste ou quoi que ce soit et avoir besoin de liquidité et se séparer d'un joueur avec quand même un potentiel de 10-12 millions. Mm. C'est pas rien et ça peut mettre du beurre dans les épinards pour s'étoffer sur un autre poste et avoir plus de certitude pour la suite, que ce soit en championnat ou en Ligue des Champions. Concernant, on va dire, ces points de progrès de ce dont tu te souviens, Mathieu, au SCO, on a parlé un peu de son profil, de ses qualités. Euh, Moi, je sais que tu vas, que tu vas régulièrement au stade. Est-ce que tu te rappelles de son comportement sans ballon? On sait que c'est quelque chose aujourd'hui dont on parle énormément, le Ouais. comportement sans ballon. Est-ce que c'est quelqu'un qui fournit des efforts, on va dire, défensifs dans le pressing, dans le contre-pressing,
ou est-ce que c'est plutôt un joueur, je vais pas dire pas feignant, mais qui est peut-être moins actif sans ballon? En soi, je pense que si on lui dit pas de faire les efforts, de lui-même, alors je remets en perspective de quand il était au SCO, hein, il a peut-être un peu mûri depuis, même à la Sociedad, où ils ont peut-être pas le même jeu qu'à Angers. À l'époque, je trouve qu'il faisait pas tant ça pour défendre. Il s'est mis à en faire un petit peu au fur et à mesure de la saison. Je pense, à mon avis, on a dû lui demander de faire ça s'il voulait rester titulaire parce qu'il scorait pas tant que ça hein, au final. Donc il fallait qu'il s'investisse différemment pour l'équipe. Après, il manquait un peu de maturité à ce moment-là et de mémoire, il a dû faire. Et je sais plus quel match précisément. Il a pris un rouge avec nous. Je crois, le premier jaune qu'il prend, c'est une faute bête, enfin, une faute évitable, un carton évitable. Et le deuxième jaune, c'est une simulation dans la surface. Donc ça montre un peu son manque de maturité à l'époque, selon moi, où il pouvait être un peu, pas le chien fou, mais ouais, le gamin, enfin, en fin de compte, qui veut se montrer, qui veut peut-être trop en faire, etc. Et ça peut être un de ses axes de progression aussi, notamment sous Farioli, où Nice prend pas beaucoup de buts. Enfin, je ne les ai pas souvent vus jouer cette année, mais les matchs que j'ai vus, c'est quand même assez solide derrière. Donc ça peut lui être demandé et ça peut le faire progresser là-dessus. Après, un des autres axes, je pense que c'est la finition, où, comme tu as dit, il n'a pas marqué énormément de buts. Et je pense il peut travailler sa finition parce qu'à mon avis, il a une bonne frappe. Il est capable de bien enrouler. Et sur ces 4 buts qu'il a mis à Angers, il doit y avoir ouais, pas beaucoup de buts où c'est des frappes de loin. Quand je parle de frappes de loin, c'est entrée de surface ou voilà, il doit y avoir un ou deux buts où c'est une, enfin, une déviation dans les 6 mètres et c'est lui qui la met, quoi. Donc je pense que la finition là-dessus, ça peut se travailler et il peut progresser là-dessus. Donc finition et maturité et retour défensif. Et petite question, lorsqu'il jouait sur un côté au SCO, tu me disais qu'il était souvent à deux devant. Ouais, souvent, Ça lui arrivait de jouer sur un côté. Est-ce que tu te souviens si le latéral derrière était un joueur offensif? Est-ce qu'il y avait des combinaisons avec le latéral angevin, tu parles? Oui. Ouais, je croyais le latéral adverse. Non, ouais. Étant donné qu'il a surtout joué dans un système avec des pistons, c'était des joueurs de couloir qui étaient assez offensifs. Et même quand il jouait un peu sur le côté, on avait qui à l'époque? On avait Vincent Manceau qui n'était pas forcément le plus offensif, mais qui faisait le travail. On avait Soulé Doumbia qui était assez offensif, lui, et pas trop défensif. Ça combinait pas mal. Après, ça combinait pas forcément toujours parce que lui, comme j'ai dit, sa principale qualité, c'était plutôt de prendre la profondeur et pas forcément de combiner en une touche et de lancer le défenseur dans la profondeur. C'était plutôt lui qui prenait à ce moment-là l'espace derrière le défenseur et qui derrière cassait un peu les lignes ou arrivait à centrer de temps en temps. Ok. Romain, est-ce que tu avais une interrogation, quelque chose qu'on n'aurait pas rajouté Négatif. Négatif. C'est assez complet. Ok. Anto, si tu es là. Ouais, je suis là. Anto, est-ce que tu avais peut-être une interrogation, une question à Mathieu? Non, pas spécialement. Je pense qu'on a bien fait le tour et c'était vraiment cool en tout cas. Merci à toi. Merci Pas de Mathieu souci. pour ton passage éclair, l'impact player de ce soir. Merci de ta disponibilité parce que c'est vrai que je t'ai contacté dans l'après-midi et tu as répondu présent, donc c'est vraiment cool. On souhaite le meilleur au SCO cette saison, hein, avec possiblement voilà, un titre en Ligue 2. Et puis écoute, on se dit peut-être à l'année prochaine pour de nouvelles émissions. Ouais. Moi, j'espère que cet ancien Angevin va vous laisser un meilleur souvenir que les autres Niçois qui sont passés par Angers. Parce que dans la liste, on a quand même Tu veux Pépé, parler de Bilal Brahimi, Nicolas Pépé, c'est ça? Brahimi. Je rappelle que Jeffrey Adelaide est passé par chez nous aussi. C'est vrai. C'est vrai Est-ce que vous voulez de que l'info? Mais bon. c'est vrai que ça nous rassure pas forcément cette info, hein. C'est ouais.
Après, dis-toi qu'ils sont passés par d'autres clubs entre Angers et Nice, donc c'est la faute du troisième club. Et non Pas celle de de la Julien Fournier. Voilà. Merci à toi Mathieu, très très bonne Pas de soirée à soucis. toi, et puis ouais, À plus. bonne soirée, à plus. Salut.